Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour ici depuis le cours numéro 4 du stade Roland-Garros pour ce salon Your Future avec la deuxième masterclass aujourd'hui au programme de cette matinée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rouby, le directeur de l'école PMN. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et juste à côté de vous se tient Charles Gosset, responsable relations entreprises. Bonjour Charles. Bonjour. On va aborder aujourd'hui la thématique de la formation au métier du numérique. Et rien de mieux de vous avoir, donc vous, au niveau de l'école PMN, passerelle des métiers du numérique. C'est votre spécialité, bien évidemment. Un petit mot tout d'abord sur ces métiers du numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire en guise d'introduction, qu'est-ce que recouvre cette notion des métiers du numérique? Alors effectivement, c'est fondamental pour nous, c'est inscrit dessus, hein. Ces métiers reflètent plusieurs réalités. Souvent, on a tendance à associer les métiers numériques aux développeurs dans sa cave, on l'a tous vu dans les films, etc. Et en réalité, ce sont des métiers très variés. Alors, au niveau de l'école, on a choisi de les organiser à travers 4 univers. L'univers du développement, bien sûr, l'univers du cloud et de la sécurité qui aujourd'hui est absolument majeur. La data. La data, c'est vraiment un point clé au sein de notre école. On y tient particulièrement. Et en plus, c'est vraiment un gisement d'opportunités parce qu'effectivement, c'est en plein développement, c'est passionnant et c'est utile. Voilà, parce que on pense toujours à certains mauvais côtés parfois de la data, surveillance, etc. Mais ça sert aussi à découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas et qui vont être utiles aux êtres humains, à la société, etc. Et puis le quatrième univers, le digital, où là, on va accompagner des projets. On ne va pas être directement dans le développement. C'est des métiers moins techniques, mais très utiles et qui sont à découvrir en tout cas. Avec donc des métiers qui ont fortement émergé d'ailleurs lors des dernières années, notamment autour de la data, qui est une thématique très forte, et le besoin aussi pour les entreprises de trouver des jeunes qui soient formés à ces nouveaux métiers. Mm. Et là aussi, un univers de formation qui est très large, très vaste. Comment on s'y retrouve pour un jeune et pour ses parents qui peut-être nous regardent aujourd'hui pour déterminer quelle formation faire? On se pose la même question. Quelle formation on doit mettre au catalogue, Mhm. on doit faire émerger? Eh bien, au lieu de se poser des questions indéfiniment, on va partir du besoin. On travaille avec beaucoup de partenaires recruteurs, des grandes entreprises, des entreprises spécialisées dans le numérique, bien sûr. Alors, je citerai des Capgemini, des Inetum, etc. Des éditeurs qui sont des acteurs fondamentaux dans le numérique. Et on va bâtir des cursus en partenariat avec eux et c'est eux qui vont nous dire quels sont ces métiers et au-delà du métier lui-même, hein, le cursus, c'est-à-dire les technologies, les pratiques, les soft skills qu'on doit avoir, etc. Donc on part du besoin et ainsi on est à peu près sûr de ne pas trop se tromper. Alors Charles, au niveau des entreprises, ça se matérialise aussi avec des diplômes attendus. Alors on a des bachelors, on a des formations aussi un petit peu plus longues, des formations en alternance. Quelles sont les différentes formations justement qu'on peut retrouver dans ce secteur du numérique qui est très large? Alors, aujourd'hui, effectivement, dans le secteur du numérique, il y a quand même une forte tension sur énormément de métiers. Donc, effectivement, c'est des formations dont on a ciblé. Aujourd'hui, vous parlez de la data. Effectivement, c'est des métiers qui sont en tension. Donc, il y a énormément de demandes hein, sur ces postes-là. On va pouvoir parler effectivement de métiers en cybersécurité où il y a une forte demande également. On pourrait même, effectivement, tout ce qui est chefferie de projet sont des métiers assez recherchés. Et je fais une petite digression par rapport effectivement à votre question précédente. Comment choisir aussi cette formation-là? C'est important déjà de prendre depuis le début l'histoire, c'est de se dire déjà en première année, qu'est-ce que je dois apprendre? Bah déjà les bases de l'informatique. Parce que effectivement, les parcours généralement dans les écoles sont sous forme d'entonnoir. Il y a une spécialisation qui va se faire au fur et à mesure de chaque année. Et c'est important effectivement d'arriver à intégrer ça et de se poser des questions au fur et à mesure. On commence à monter en compétences. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Sur les métiers, effectivement, tout ce qui est développement, la chefferie de projet, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui sont assez demandées, assez en forte tension. Les entreprises sont très demandeuses parce qu'il y a peu de profils en CDI sur le marché et elles sont aussi très friandes de recruter nos jeunes. Donc BNP Paribas, effectivement, qui fait partie des partenaires aussi, comme beaucoup, ça tombe bien, effectivement,
sont assez présents ici, voilà, qui recrutent beaucoup de nos jeunes. Et c'est aussi pour nous, effectivement, voilà, une fierté de travailler avec eux et effectivement de voir qu'on répond à leurs besoins. Effectivement, partenaire également du Salon Your Future, hein, BNP Paribas, présente d'ailleurs tout au long du salon. Une petite question aussi pour le public qui est là, présent aujourd'hui avec nous sur le cours numéro 4. Est-ce que vous trouvez qu'on vous forme assez quand vous êtes au lycée, notamment sur les métiers du numérique, sur le numérique au global? Est-ce que on vous met face à des ordinateurs? Est-ce qu'on vous apprend à comment vous en servir au lycée? Levez la main si vous pensez qu'on ne vous forme pas assez sur tout ce qui est informatique, codage. Ouais, donc là, on a vraiment l'unanimité. Petite réaction par rapport à ce sondage comme ça à chaud avec le public, Alors, je me Charles. permets de rajouter peut-être une question pour le public, justement. Allez-y, Est-ce je vous qu'il en y a prie. des écoles qui sont venues vous voir pour vous présenter un peu justement leur programme de formation, les possibilités des métiers, que ce soit sur des écoles de commerce ou d'informatique, mais est-ce qu'il y a déjà effectivement des écoles qui viennent chez vous pour vous présenter un peu justement qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu effectivement affaire à des Alors, écoles? levez la main s'il y a des écoles qui sont déjà venues vous présenter des formations sur le numérique. Personne? Eh bien, vie aux écoles, on a beaucoup de travail Bon, encore à faire. il y a du travail, hein, il y a du boulot pour vous, je pense, au niveau de PMN. Alors personnellement, j'ai participé à des initiatives lancées par l'OPCO Atlas qui organisent régulièrement, on va dire 3-4 fois par an, dans des lycées. Ils font venir des professionnels du numérique pour présenter les métiers numériques. Et c'est une excellente initiative, malheureusement pas assez suivie et popularisée, mais ça permet de donner du sens, d'informer ces élèves et on pense en particulier aux jeunes filles qui ne vont pas assez vers ces métiers numériques, qui leur donnent pourtant d'excellentes opportunités. Et donc, voilà, on prend notre bâton de pèlerin pour évangéliser un petit peu autour de ces métiers, mais effectivement, c'est trop peu. Mm. C'est quand même un vrai enjeu. On revient à la question par rapport au lycée. Aujourd'hui, on n'a quasiment pas de cours pour le codage, on n'a pas de cours sur vraiment l'informatique. Ça semble presque irréel par rapport aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, où on attend pour la plupart des ingénieurs de savoir avoir des notions en codage. Charles, vous, quand vous arrivez à avoir des étudiants qui arrivent chez vous avec parfois peu de notions dans le numérique, quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir plus de cours au lycée, des cours de codage, des cours voilà, pour apprendre un petit peu, ne serait-ce qu'une introduction avant de venir chez vous? Est-ce que ça vous faciliterait pas un petit peu la tâche? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Maintenant, je pourrais faire une réponse en 2 temps. La première, c'est qu'il existe des filières type des terminales STI 2D où ils ont déjà cette approche-là, qui est effectivement une très belle formation. Pour ceux qui n'en ont pas, moi, pour la partie alternance, de toute façon, on ne se raconte pas d'histoire, on ne va pas proposer de l'alternance en première année. Bon, je sais qu'il y a certains confrères qui le font, mais aujourd'hui, il faut être honnête, peu d'entreprises sont enclins à recruter des jeunes parce qu'ils ont encore trop peu de compétences. Et il vaut mieux effectivement attendre 2 ans au moins pour pouvoir avoir déjà un socle de compétences à proposer en entreprise. Avant ça, on est un peu trop jeune, un peu immature, et surtout au niveau des technologies. Donc il est important de prendre ce temps-là aussi. Frédéric, quels sont les prérequis pour justement pouvoir intégrer une formation dans le numérique? Est-ce qu'il faut avoir déjà certaines bases en informatique, développer sans doute en autodidacte par soi-même, en regardant peut-être des vidéos sur YouTube, pourquoi pas? Alors, tout dépend à quel niveau on rentre, hein. Si on prend, si je reprends votre question pour des post-bac, dès la première année après le bac, effectivement, ce qu'on va regarder, c'est la bonne compréhension de ce que sont ces métiers et la volonté, bien sûr, l'ambition pour y aller. Et à partir de là, ça résout déjà une bonne partie des problématiques. Mais effectivement, dès lors puisqu'on est une école en alternance, en apprentissage, l'enjeu, c'est de trouver une alternance de qualité. Et donc, effectivement, dès qu'on est au niveau Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, là, on va avoir des prérequis indispensables pour trouver justement une alternance de qualité qui correspond. Après, ça dépend des métiers que l'on cible. Certains ont des prérequis très scientifiques et techniques, et là, c'est indépassable. Mais en tout cas, on ne va pas restreindre l'accès au post-bac. Ce que l'on veut, surtout post-bac, bon, c'est d'avoir le bac, mais d'avoir envie, surtout. Et à partir de là, et de bien comprendre les enjeux,
et les parcours qu'on va devoir faire. À partir de là, on va être accompagné et on va progresser, on va apprendre, on est là pour apprendre. On n'est pas là pour déjà savoir faire ce métier, on va l'apprendre. Donc voilà, je dirais que pour le post-bac, de la volonté, une bonne compréhension. Et pour les autres, effectivement, il y a des prérequis. Il y a aussi, au-delà des prérequis techniques, euh, une posture à avoir. Et on va aussi sélectionner sur ce qu'on appelle les soft skills. Ouais. Il est évident que si on veut devenir chef de projet digital, Mhm. la communication joue un rôle. Donc il faut pas forcément être un génie de la communication, Mhm. mais faut pas être trop empêché par un stress Ouais. trop fort ou des capacités d'élocution un peu problématiques, etc. Et puis rédactionnelles aussi. Donc voilà, c'est des critères que l'on regarde, on a des grilles que l'on utilise sur les admissions, mais c'est quand même, ça reste très ouvert, puisque comme ces métiers sont variés, ça laisse la place à des profils très différents. Alors, il y a un exemple singulier dans votre univers, c'est l'école 42, avec sa célèbre épreuve de la piscine. Alors, je ne sais pas si dans le public, on a quelques notions sur cette école 42, l'école de Xavier Niel. Alors, l'épreuve de la piscine, parfois redoutée, mais aussi sans doute un gage de méritocratie d'une certaine manière, de pouvoir accéder à une formation avec un très haut niveau, avec un job à la clé derrière, juste sur les bases en fait du travail et du goût de l'effort. Qu'est-ce que vous en pensez de cette formation et de cette sélection à l'entrée? Alors, je trouve que l'idée est séduisante, parce qu'il y a ce côté challenge, etc. Euh, après, enfin, je suis désolé, hein, je vais casser l'ambiance, je suis un petit peu réservé, parce que mon métier, c'est la pédagogie. Mhm. J'ai des convictions en la matière, j'ai une expérience, et elle est pas tout à fait en phase avec ce que propose cette école. Enfin, chaque Mhm. format a son mérite et Bien son, sûr. son existence, mais je suis assez réservé, surtout sur les résultats que ça donne. Mhm. C'est-à-dire que comme on est en prise avec le terrain et les métiers, euh, j'ai j'ai pas de retour d'expérience très positif parce que finalement, alors c'est jamais blanc ou noir, hein. Bien sûr. L'intérêt, comme vous le disiez, c'est que ça ouvre l'accès à des outsiders, des gens qui n'étaient pas faits pour ça et qui vont pouvoir accéder à ces métiers. Ça, c'est super. Mais je pense qu'il y a beaucoup de casse Oui. et beaucoup de désillusions. Voilà. Je préfère quand même me baser sur et avoir une approche qui va consister à déjà embarquer des personnes ou des jeunes qui ont à la fois un affect, quelques compétences et les faire grandir. Mais je trouve que c'est un peu brutal. Voilà, ça c'est mon point de vue. Effectivement, je me permets de compléter un peu ce que disait Frédéric par rapport par exemple, l'école 42 ou d'autres écoles qui proposent comme ça des piscines. euh, c'est une approche pédagogique qui est totalement différente, qui Mhm. peut correspondre à certains étudiants, mais le but d'une école, enfin la manière dont on l'a envisagé, et comme beaucoup le font, c'est de poser les bonnes bases pour qu'ils puissent avancer dans leur carrière et dans leur projet professionnel. Et il est important de se structurer et de prendre le temps. Le principe des piscines, c'est vrai que ça a un côté parfois qui peut être un petit peu violent, et parfois aussi compliqué, mais ça plaît parfois à certains. Donc ça va dépendre un peu du type d'étudiant et aussi ce qu'on recherche. Mais l'important pour nous, c'est de leur apprendre un métier, de leur donner envie et les accompagner pas à pas dans leur projet professionnel pour effectivement qu'ils puissent un jour trouver l'emploi de leur rêve, quoi. Et c'est aussi là où le rôle d'une école comme la vôtre, avec l'accompagnement pour aussi peut-être stimuler la créativité et l'esprit aussi d'entrepreneuriat de vos étudiants, c'est là aussi où ça peut faire la différence, surtout pour des jeunes qui découvrent après le lycée un rythme différent, des enjeux également différents. Alors oui, complètement. Et d'ailleurs, bah, les contrats d'apprentissage aujourd'hui qui sont possibles, on a la possibilité de création d'entreprise. Voilà, c'est des choses qui sont proposées aussi dans beaucoup d'écoles, d'accompagner les jeunes s'ils veulent créer des entreprises, s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aussi également beaucoup d'étudiants dans les métiers de l'IT peuvent par la suite évoluer en tant qu'auto-entrepreneur, créer leur entreprise, leur structure, devenir consultant ou très bien intégrer une entreprise en fonction effectivement de leur tempérament et de leurs envies. Donc c'est vrai que c'est assez ouvert. Oui, il y a le phénomène des startups.
Mhm. Un certain nombre de nos étudiants feront partie de ces aventures-là. C'est une manière d'être dans l'entrepreneuriat, mais au sein d'une équipe, au sein oui, d'une aventure. Et c'est vrai que pour des jeunes qui veulent vraiment s'intégrer, je conseillerais ce genre de schéma. Ça ne réussit pas tout le temps, mais en tout cas, ça permet de ne pas être seul. Cet aspect consultant indépendant, par exemple, il vaut mieux le mener une fois qu'on a acquis une première expérience au bout de 4 5 ans. Certains sont pressés. Moi, j'ai le souvenir d'un élève qui était dans une entreprise et l'entreprise avait des difficultés. Et donc, ils allaient vers la rupture de contrat. Et il s'est dit, ben, euh, je connais les clients, je sais faire le job, j'y vais, je me lance, je crée mon entreprise. Et je l'avais retrouvé un an après. Et ils étaient une vingtaine, c'était une belle réussite. Donc, ça peut très, très bien marcher si, voilà, si on est dynamique, si on met les choses dans l'ordre. C'est c'est passionnant. Alors derrière votre exemple, on voit aussi la question de l'alternance, qui est un enjeu très fort pour vous, puisque 100% de vos formations sont accessibles en alternance. Un petit mot déjà sur ce choix d'avoir rendu éligible à l'alternance toutes vos formations. C'était un pari fort fait par PMN. Alors, déjà aujourd'hui, l'apprentissage, il faut quand même remettre un peu les choses dans le contexte, c'est le meilleur moyen d'apprendre son futur métier. Donc, on a d'un côté la théorie qu'on va apprendre au sein de l'école et on va avoir également le côté pratique qu'on va avoir en entreprise. Et on va pouvoir monter en compétence sur pas mal de sujets qui sont complémentaires des formations et parfois même un peu plus loin parce que certaines des entreprises proposent aux jeunes des formations complémentaires. Et donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Euh, Aujourd'hui, voilà un chiffre important. Cette année, on a passé le cap des 800 000 contrats d'apprentissage. Ouais. Le gouvernement a réaffirmé cette volonté d'accompagnement pour atteindre le million de contrats. 2 millions. Donc, ce Mm. qui est déjà énorme, il y a vraiment cette volonté d'accompagner. Donc, il faut vraiment profiter de cette aubaine pour se dire, je vais avoir une formation qui va être prise en charge, je vais être rémunéré, je vais apprendre mon futur métier et je vais arriver sur le marché du travail avec de l'expérience. Et j'irai même un petit peu plus loin. La plupart des jeunes aujourd'hui, sur un chiffre, on est à peu près aux alentours de 70-80% des jeunes qui sont tout de suite embauchés en CDI après leur alternance. Donc il y a vraiment quelque chose qui est assez vertueux pour l'entreprise, pour le jeune. Ça lance sa carrière, c'est une sécurité. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on finit ses études et de se dire j'ai un emploi à la clé, c'est important. Si je devais résumer, Oui. l'alternance, on est sur un cours de tennis, c'est je, 7 et match. Ouais. Je, C'est bien c'est trouvé. l'école, 7, l'entreprise, et match, ben, c'est l'emploi. Et un Voilà. emploi de qualité, bien rémunéré. Un vrai passeport pour l'emploi, on le répète souvent, mais c'est vrai qu'aussi l'alternance, c'est un confort pour les étudiants, avec notamment le financement de l'année, de la scolarité par l'entreprise, hein, via l'OPCO, et aussi un salaire à la clé. Et on sait que c'est une problématique importante pour les étudiants aujourd'hui, de pouvoir suivre des études en secondaire et aussi d'avoir un salaire pour se financer tout simplement. Oui. C'est clairement une voie très inclusive à tout point de vue. Et effectivement, pour des gens qui n'ont pas les moyens de se payer 5 ans d'études sur des montants très importants, qui n'ont pas les parents qui sont là, ben, ils peuvent s'assumer. Ils vont en plus avoir un métier opérationnel. Enfin, je n'arrive pas à trouver de défaut. C'est vrai qu'il y en a assez peu hein, quand on y réfléchit. Alors, il n'y a peut-être pas des défauts, mais il y a des enjeux. L'enjeu, par exemple, ça pourrait être de trouver une entreprise qui corresponde vraiment à son profil. Et là, je m'adresse naturellement vers vous, Charles, au niveau des relations entreprises. Comment vous accompagnez vos étudiants pour trouver une entreprise qui correspond un petit peu à leur profil? Bah, tout d'abord, effectivement, moi j'interviens après le stade de l'admission et en fait, je reprends un peu en main le projet professionnel du jeune. J'essaie de comprendre un petit peu où il veut aller, ce qui peut l'intéresser, etc. La sélection de l'entreprise, c'est après nous une histoire de connaissance de notre marché, connaissance de nos partenaires, ce dont ils ont besoin. Donc effectivement, on ne fait pas n'importe quoi quand on crée des formations, quand on embauche des jeunes. Il n'y a pas de fausses promesses alors, dans nos formations. On va vraiment choisir des métiers qui sont très spécifiques où nos partenaires nous attendent. Et d'ailleurs, effectivement, on a un partenaire historique qui est Capgemini, qui pareil nous oriente aussi un petit peu justement les besoins et nous guide aussi à travers ça. Mais bien sûr, d'autres entreprises
nous donne un peu les grandes tendances. Et après, bon, on a aussi toute une veille pédagogique qui nous permet effectivement de nous orienter là-dessus. Tout ce travail, c'est le travail du coaching CV, de regarder un petit peu justement quels sont ses points forts, qu'est-ce qu'on va devoir améliorer. Et on trouve énormément de partenaires qui sont toujours à l'écoute d'accueillir de nouveaux talents, de les former et qui sont très demandeurs aujourd'hui effectivement de ça. Donc il y a tout ce travail-là qui est important. Parce que là aussi, toutes les écoles ne se valent pas, notamment dans l'accompagnement des jeunes. On voit, et on est au Salon Your Future ici, on est bien placé pour le voir, avec des jeunes qui, on est mi-octobre, sont toujours à la recherche d'un contrat d'alternance. Vous, l'accompagnement, justement, pour les jeunes qui sont à la recherche d'une alternance, vous avez un réseau d'entreprises ou vous avez peut-être des cours pour pouvoir aider les jeunes à trouver, à faire un CV, à faire des entretiens. Comment ça se matérialise concrètement chez vous? Alors, on a fait un choix très très fort. Effectivement, beaucoup d'écoles font le choix des coachings collectifs, etc. Nous, on a pris vraiment un pari qui était conséquent, mais on y tient parce que je trouve que c'est un projet qui était très intéressant. C'était de former chaque jeune, enfin d'accompagner chaque jeune de manière individuelle, au travers effectivement plusieurs coachings. On va dire c'est en moyenne 4-5 coachings minimum, juste pour la partie préparation de CV et recherche, pour s'assurer qu'il y ait vraiment un niveau important de compréhension de l'environnement et qu'il soit le plus prêt possible pour sa recherche d'alternance. On ne laisse pas de place au hasard là-dessus. On veut qu'un CV soit absolument impactant, que lorsqu'on, par exemple, un jeune étant data, qu'il ait bien toutes les bonnes technos à l'intérieur. Et nous, on va l'accompagner justement dans la partie, par exemple, soft skills, qui sont des soft skills métiers aujourd'hui, parce que trop de jeunes arrivent avec des soft skills, je suis sympa, je suis à l'heure. Et c'est pas des, ça, c'est des qualités effectivement, hein, mais c'est pas des qualités métiers. Donc nous, on les oriente sur de vraies qualités métiers et on leur dit voilà ce qu'on va attendre. Et on va chercher un peu tout ça. Et ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pour arriver à ce résultat-là. Et cet accompagnement personnel, pour moi, c'est indispensable dans le succès. Quand on fait du collectif, on va être honnête, on ne peut pas faire beaucoup de qualité et surtout, les jeunes n'écoutent pas forcément. Alors que quand on les a en one-to-one, en face à face, ils sont très réceptifs et très réactifs et ils comprennent très bien les enjeux. Donc ça, c'est effectivement nous comme ça qu'on travaille et c'est quelque chose effectivement qui change énormément de choses dans le placement et ça se ressent très rapidement auprès des partenaires parce que quand on envoie des CV, ils nous disent bon, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est exactement ce qu'on recherche et ça fait plaisir, voilà, pour nous. Avec une volonté politique également forte de l'État, ce cap des 1 million de contrats signés d'ici 2027 et une aide aussi pour les entreprises de 6 000 euros. C'est aussi un élément décisif peut-être pour certaines entreprises qui n'avaient pas forcément l'habitude de recruter des alternants et qui se disent, bon, ben, pourquoi pas essayer? Comment vous les accompagnez, vous justement? Est-ce que vous avez des nouvelles entreprises qui viennent vous voir avec ce dispositif qui a été mis en place en se disant, ben, j'ai jamais eu d'alternant, mais pourquoi pas essayer? Est-ce que vous avez des entreprises qui viennent nous voir Alors, avec cette problématique? pour la partie grand groupe, bon, ils sont assez rodés, ils sont assez habitués, et puis bon, ils ont souvent la surface financière qui permet d'absorber, on va dire, cette charge salariale. Maintenant, effectivement, tout ce qui a été TPE, PME, eux, ont été très demandeurs parce qu'ils se sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'embaucher sur certains postes en CDI, parce que ça coûte énormément d'argent, et de se dire, bah tiens, pourquoi j'embaucherai pas un jeune qui va pouvoir, que je vais pouvoir accompagner, qui va pouvoir travailler sur des projets importants que je voudrais développer, et prendre le temps de le faire. Et cette aide-là est très conséquente pour les entreprises. C'est énorme. C'est-à-dire que les OPCO, donc les organismes financeurs, prennent quand même une grosse partie en charge, voire la totalité des frais de formation. L'entreprise a ces fameux 6 000 euros d'aide. D'ailleurs, effectivement, l'État va certainement la prolonger parce que jusque-là, elle est au 31 décembre. Il y a eu un choix fort, effectivement, d'Emmanuel Macron, on va dire, c'était en début d'année, en disant voilà, qu'elle serait reconduite, qu'il y aurait vraiment cet effort qui serait fait. Donc, toutes les TPE, PME, effectivement, ont été très impactées et l'ont vraiment pris en compte. Voilà. Après, attention, hein, je vais faire peut-être un peu le rabat-joie, mais il peut y avoir des effets d'aubaine. Oui. Et on entend, nous, au niveau de notre école, ne pas trop céder à ces facilités de la part de certaines entreprises qui ne vont pas faire sens. L'idée principale, c'est que ça fasse sens. Il faut que le jeune s'y retrouve. Il faut bien sûr que l'entreprise s'y retrouve, mais il faut pas prendre un apprenti parce qu'il y a une aide. J'ai un besoin, j'ai les capacités de l'accompagner, j'ai des missions qui sont en corrélation avec la formation suivie. Et rien que ça, déjà, ça distingue de pas mal de mauvaises pratiques, malheureusement. Et avec l'effet de masse, cette augmentation, il peut y avoir quelques dérives et on ne veut pas s'y trouver mêlé. Voilà, clairement.
C'est aussi un message fort pour les jeunes aussi qui nous regardent et qui sont présents dans le public. Parfois, il peut aussi y avoir des expériences pas forcément positives. Et il faut aussi être capable de dire, parfois partir quand ça se passe mal, quitte à retrouver une entreprise derrière. Et j'imagine que vous les accompagnez aussi dans ces moments difficiles. Alors complètement. Alors déjà, le premier élément important, c'est que les OPCO quand même sécurisent un peu le parcours de formation du jeune. C'est-à-dire que quand un jeune a une rupture, il y a quand même 6 mois de financement qui sont apportés. Donc ça, c'est très important. Ça lui permet de continuer sa formation. Et ça a été une volonté de l'État, de dire voilà, je veux pas qu'il y ait de rupture de la formation parce qu'un jeune va perdre son contrat pour quelle que soit la raison. Donc ça, c'est important. Donc ça nous permet effectivement d'avoir le temps de rebondir, de l'accompagner, et de voir aussi ce qui n'a pas marché et comprendre si c'était côté entreprise ou si c'était de son côté, de voir si éventuellement c'était de son côté. Parfois, il peut y avoir quelques compétences qui ont été quelques petites lacunes. Dans ces cas-là aussi, nous, en tant qu'école, on a aussi un devoir de pouvoir fournir des petits MOOC et des petites choses qui vont lui permettre de pouvoir peut-être corriger certaines compétences qu'il n'a pas ou qu'il a mal apprises pour pouvoir rebondir. Donc ça, c'est effectivement fort. Après, l'accompagnement à ce niveau-là, c'est un suivi aussi tutoral. C'est-à-dire qu'une école doit effectivement faire des points avec l'entreprise, le tuteur, savoir où il en est. Et pour ça, il y a vraiment des éléments de suivi qui ont été mis en place pour que ce soit hyper qualitatif et savoir qu'est-ce qu'il a validé, où il en est, etc. Je pense que Frédéric pourra en parler un peu plus que moi sur cette partie-là. Oui, on s'aperçoit en cours d'année parce qu'on suit nos élèves, bien sûr, hein, c'est une exigence, c'est pas une qualité. Mais on s'aperçoit que parfois, les missions annoncées ne sont pas celles qui sont réalisées, il y a des dérives, il y a des choses qui ne vont pas. Et là, vraiment, on va les accompagner parce que c'est aussi notre intérêt. Enfin, d'abord, c'est l'expérience de nos élèves, mais en plus, ça permet, et on a la chance d'être dans un secteur où, sur des métiers en plus émergents, en tension, les jeunes vont pouvoir retrouver ailleurs avec l'accompagnement qu'on leur fournit. Et quand on a la conviction que c'est pas adapté, mais on n'hésite pas à les conseiller et à les accompagner là-dessus. On l'a évoqué, donc toutes vos formations sont accessibles par l'alternance. Un petit mot justement sur ces formations. Quels sont les différents programmes de formation que vous proposez? Ça va du niveau bachelor, niveau bac plus 3. Est-ce qu'on peut aller au-delà, même sur des formations un petit peu plus longues? Oui, alors on a un cycle, clairement, c'est très classique, hein, en 5 ans, avec le premier étage, c'est le bachelor, et ensuite, bien sûr, le master 2, c'est-à-dire le niveau 7, hein, ça c'est le vocabulaire de l'État là-dessus. Euh, on est donc je disais sur 4 univers et effectivement un jeune qui fait un bachelor chez nous commence à se spécialiser et la vraie spécialisation vers les métiers ciblés se fait à travers le master. Et là, tout est ouvert pour eux. Ils peuvent choisir de faire telle filière, etc. On, on regarde avec eux quand même si ça fait sens par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils ont fait, etc. Mais il n'y a pas de frein. Rien n'est impossible à partir du moment où c'est cohérent, quoi. Ah, c'est plutôt rassurant pour les jeunes, parce que c'est vrai qu'on leur demande très tôt déjà de se positionner avec l'orientation. On leur demande à 16 ans, à 17 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors que souvent, on n'a pas la moindre idée. Et même parfois, en bac plus 5, on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire. Concrètement, vous, on a ce tronc commun donc, qui se caractérise avec ces premières années en bachelor et ensuite différentes spécialisations qui peuvent être aussi là aussi peaufinées avec l'alternance. C'est ce qu'on fait en entreprise. Oui, alors j'ai un cas récent Mhm. d'un élève de bachelor Cloud SysOps, donc très infrastructure, qui voulait s'orienter vers la filière de chefferie de projet digital. Donc j'avais du mal à comprendre, mais on a eu un petit entretien, et c'est à travers son expérience en entreprise et son maître d'apprentissage en entreprise qui lui a dit, ouais, mais par rapport à ce qu'on fait ici, ça serait mieux que tu fasses ça, etc. Et finalement, ben, on a constaté que ça faisait complètement sens et bingo, quoi. C'est vrai que parfois on a des étudiants qui se mettent en tête que c'est pas fait pour eux. Enfin, un secteur, un domaine n'est pas fait pour eux. Et puis quand ils se rendent compte concrètement, en exerçant peut-être les tâches de ce métier, que bon, au final ils y trouvent un intérêt, un goût avec la pratique, ils peuvent changer d'avis et peut-être
gommer des prérequis et des idées reçues. Vous avez ça souvent au niveau de PMN? Alors oui, c'est vrai, moi, surtout au niveau relations entreprises, j'ai un vrai travail à faire sur cette partie CV parce qu'il y a parfois il y a des personnes qui se trompent de voie. Ça arrive, voilà, qui partent par exemple, je sais pas, j'en ai eu un hier qui était là, qui était parti dans la médecine, et puis 2 années quand même. Et puis au bout de la deuxième année, il se dit, pff, je sais pas du tout ce que je veux faire. Donc il me dit, voilà, je voudrais faire l'informatique, mais comment je m'y prends? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Oui, c'est possible. L'horizon n'est pas bouché, on a le droit à la reconversion à tout âge. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et les portes ne sont pas fermées. Historiquement, on avait toujours l'idée des écoles d'informatique, il faut avoir un niveau en maths, faire des écoles d'ingé, etc. C'est plus vrai maintenant. C'est plus accessible, ça s'est démocratisé. Et le but, c'est d'être un minimum curieux déjà, de suivre un parcours de formation qui soit un peu en entonnoir, comme beaucoup d'écoles, comme on le propose, pour que vraiment, au fur et à mesure, le jeune puisse découvrir des compétences et pourquoi pas un métier au fur et à mesure. Voilà. Avec des métiers qui sont neufs, nouveaux, et parfois même qui sont encore en devenir, avec des métiers peut-être qui n'existent pas encore et qui vont apparaître d'ici une dizaine d'années. Moi, personnellement, je suis fan du Bureau des légendes. C'est une série que j'imagine peut-être que vous avez regardé. Et on voit notamment un passage avec des questions de cybersécurité. On est à la DGSI et on voit vraiment tous ces enjeux-là. Et j'imagine que pour vous, c'est très concret. Vous proposez également des formations sur ces domaines. Est-ce que vous avez des jeunes? Est-ce qu'il y a eu un effet Bureau des légendes, on va dire, au niveau de PMN, avec des jeunes qui se sont dit, ouais, moi j'ai envie aussi d'être dans cette filière de la cybersécurité? Alors effectivement, parce que les métiers de la cybersécurité, ça, sont démocratisés. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de postes. Bon, on a effectivement le Bureau des légendes, on avait Mister Robot, voilà, qui avait quand même de bonnes références. Aujourd'hui, les métiers de la cybersécurité sont très larges. Et c'est vrai que cet engouement a toujours été un petit peu là. Beaucoup de personnes n'osaient pas, d'ailleurs, en se disant, ouh là là, moi, j'ai pas l'atout du geek avec la capuche, sweat à capuche, en train effectivement d'essayer de hacker des sites. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc c'est vrai qu'on a pu exprimer aux jeunes, leur montrer que les métiers avaient évolué, avaient changé, étaient accessibles et qui ne nécessitaient pas forcément d'être un as en développement. Voilà, des notions suffisantes. Voilà. Alors, je vais parler un peu de notre programme et dans quelle optique il a été fait justement sur la cybersécurité. Là où certains proposent des programmes très techniques, nous, notre volonté, c'était de faire un programme autour de la chefferie de projet ou du consulting en cybersécurité. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont analyser un système d'information, repérer les failles, en appliquant des référentiels, des méthodes qui sont vues bien sûr en formation, et ensuite faire des préconisations aux clients, en disant voilà, il y a ces choses-là, etc. à changer, faire intervenir ensuite les réaliser après la validation et faire des tests d'intrusion, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est un parti pris et c'est un vrai métier. Voilà. Avec des conséquences concrètes, parce qu'on peut arriver à être dans une entreprise, un beau matin, on ouvre un mail, une pièce jointe, et puis hop, tout s'éteint, on rallume et on voit une rançon, tout est bloqué, payé 1 million en Bitcoin. C'est des cas très concrets. Ça arrive peut-être même à certains de vos clients. Aujourd'hui en France, ça arrive tous les jours. Hein. Effectivement, c'est un vrai problème aujourd'hui. Voilà, au sein des entreprises, il y a tout un travail qui est fait au sein des DSI pour sensibiliser un peu effectivement les utilisateurs finaux. Mais ces jeunes en cybersécurité maintenant intègrent très tôt des postes d'administrateurs, un réseau intègrent ensuite effectivement des notions de sécurité et puis au fur et à mesure vont monter en compétences pour pouvoir intégrer des postes en cybersécurité. Autre enjeu du numérique d'ailleurs au cœur du réel, c'est l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. ChatGPT. Alors vous êtes d'ailleurs peut-être confronté avec deux enjeux avec ChatGPT, puisque vous avez peut-être formé vos étudiants à s'en servir, à maîtriser tous ces enjeux, mais aussi du côté prof, vous avez parfois aussi des profs qui peut-être se retrouvent avec des copies faites intégralement par ChatGPT. Comment on gère ces enjeux? En réalité, c'est relativement simple. Parce que pour qui a l'habitude de lire par exemple des mémoires de fin d'études, euh, je suis désolé, mais on voit tout de suite quand il y a eu des choses. Et d'ailleurs, on n'interdit pas l'usage de ces technologies. Au contraire, ça serait complètement, c'est comme à l'époque, quand les calculatrices sont apparues, si on les avait interdits. Bon, voilà. Donc, il faut l'accompagner. Ça fait partie du paysage, ça fait partie vraiment même des outils qu'ils vont devoir utiliser professionnellement. Donc, l'enjeu, c'est de les utiliser intelligemment, efficacement. Et voilà, si on fait un état de l'art,
se servir de ChatGPT, ça fait juste gagner du temps. Et souvent, bien meilleur que ce que l'on aurait fait manuellement. Donc voilà, l'état de l'art, on le fait avec. Par contre, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Quel bilan on en fait? Et là, on voit tout de suite si on a quelque chose qui a été creusé ou si c'est juste quelque chose qu'on a fait rapidement. Ça se voit très vite. Un petit sondage dans le public parmi les jeunes qui sont présents. Est-ce que vous avez déjà essayé de tricher avec ChatGPT? Ouais. Ah, on voit que ça se développe, hein. Alors, Alors, là-dessus, est-ce qu'on leur dit bravo parce que vous enseignez aussi ChatGPT? Alors. Est-ce qu'au final, un 20, c'est une copie avec ChatGPT qui n'a pas été décelée? Est-ce que ça mérite pas un 20 tout simplement? alors, c'est vrai que c'est un vrai grand sujet. Alors à sa sortie, c'est vrai que tout le monde s'est dit: «Ouh là là, mon Dieu, au secours, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on va gérer ça? Ah là là, faut surtout pas». Alors, le New York Times avait sorti un article assez intéressant, en partenariat un petit peu avec Harvard, ils avaient dit un petit peu des choses, voir comment on pouvait intégrer tout ça. Et eux ont compris qu'au contraire, il fallait former ces jeunes-là parce que c'était une évolution très importante, et il fallait au contraire la voir comme des choses qui vont pouvoir leur permettre d'être plus efficients. Par exemple, sur les développeurs aujourd'hui, ChatGPT intègre effectivement une fonction pour les aider dans leur phase de développement, poser des questions, est-ce que l'algorithme, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai fait, etc. Ça permet d'être plus efficace, en fait. Donc, plutôt que de le voir parfois comme un ennemi en disant attention, non, il faut plutôt accompagner les jeunes, les former à ça, leur apprendre effectivement comment on va pouvoir travailler, comment ils vont pouvoir devenir meilleurs sur certains points, parce que c'est vrai qu'on faut être honnête, hein, ça répond à énormément de questions. Chaque jour qui passe, ChatGPT évolue, et d'autres IA aussi en tout genre. Il faut le prendre comme une évolution. Alors, aujourd'hui, c'est un ami. Autre chose, hein, c'est que, je ne sais pas si on m'entend. On vous entend? Non? J'ai l'impression qu'on- Allez-y. Est-ce qu'on m'entend? Non? Voilà, changez juste le micro, ça va être plus simple. Il n'y a plus de piles. Voilà. On vous écoute, Frédéric. Alors, quelque chose de très important, comme c'est des métiers où... C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. Oui, comme c'est des métiers où l'oral joue un grand rôle, la présentation, parce que effectivement, un professionnel du numérique va présenter ses projets à ses collègues, à ses supérieurs, à ses partenaires, à des clients. Eh bien, ça fait partie vraiment des pratiques. L'oralité est très importante, et la notion de soutenance, de mémoire, de projet se fait tout au long du cursus. Et donc là, ChatGPT n'est plus là, hein. Effectivement. Donc, on peut s'être fait aider pour créer le support écrit, mais à l'oral, on est face au jury. Et là, le roi est nu, comme on dit, si on n'a pas, si on n'a pas bien peaufiné son travail. Et l'enjeu, c'est de se donner toutes les chances. Mais ils le savent, voilà, se font aider à droite à gauche, et c'est pas un problème, au contraire, qu'ils le fassent intelligemment. Mais après, de toute façon, ils vont devoir passer sur le grill. Voilà, on peut tricher, mais après, il faut quand même assumer aussi les conséquences de sa triche. Il y a un métier, moi, qui me fascine, c'est data scientist. C'est un métier qui est très récent. Enfin, ça n'existait pas il y a une dizaine d'années, data scientist. Et maintenant, on a l'impression que c'est incontournable. Le traitement de la data, on voit data partout d'ailleurs, hein. J'ai l'impression maintenant dans les offres d'emploi. Est-ce que c'est un incontournable aujourd'hui pour les entreprises d'avoir quelqu'un qui est en charge du traitement et de la valorisation aussi des données? Parce que collecter les données, c'est bien, mais les valoriser, les exploiter de la meilleure des manières, c'est aussi un vrai enjeu pour les entreprises demain. Bon, il se trouve que personnellement, j'ai participé à des projets, j'ai travaillé avec des data scientists dans la vraie vie. Alors, je vais casser l'ambiance parce que effectivement, on a choisi volontairement de ne pas proposer le métier de data scientist dans nos cursus parce que d'autres le font très bien et on n'aurait pas de pertinence à le faire. Par contre, nous proposons le métier de data engineer parce qu'effectivement, les métiers dans la data sont très variés. Il y a des data managers, il y a des data analystes, il y a des data stewards et donc le data engineer. Donc les programmes que l'on propose, c'est ce data engineer qui va travailler justement avec les data scientists. Le data scientist est en charge de l'algorithme, mais c'est avant tout quelqu'un qui a un bon niveau en mathématiques, qui va surtout maîtriser ces algorithmes. Il y en a un qui s'appelle les forêts aléatoires, par exemple, random forest, qui est très utilisé. Mais
son profil ne lui permet pas de travailler sur les plateformes parce que tout ça se base, c'est des bases de données massives, hein, en bon français, sur des outils, etc. Et ces profils-là, bien sûr, ne sont pas des profils techniques. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui va installer l'infrastructure, les bases de données, les alimenter, parce que s'il n'y a pas de données dans les grosses bases de données, bon, ça ne le fait pas trop, qui va les adapter aux besoins métiers, de ce qui est recherché, etc. Et cette personne clé, ben, c'est le data engineer. Très précieux, très recherché, ça embauche à tout va, les salaires sont presque indécents, donc Un chiffre, allez, un chiffre pour le public. On a un ordre mais d'idée pour les jeunes. là, pour des salaires d'entrée, on est largement au-dessus des 40, entre plutôt 40 et 50. Alors, ça n'a rien C'est beau. d'indécent, je plaisantais, mais en tout cas, c'est pas mal pour démarrer dans la vie. On propose aussi le métier de data analyst, parce que effectivement, data engineer, c'est un métier assez technique. Là, le data analyst, c'est des métiers technico-fonctionnels où on va savoir mettre en œuvre. Alors, c'est des gens qui exploitent la donnée en lui donnant du sens métier et en racontant une histoire, en faisant du storytelling et en rendant les données intelligibles. Ils sont intelligents, mais en plus, ils sont intelligibles. Donc, à travers des technologies agiles, je dirais. Et donc, c'est très, très ouvert pour des personnes qui n'ont pas de niveau très fort en informatique. Hein. Là, justement, les prérequis ne sont pas du tout informatiques. On va l'apprendre, bien sûr. Il faut un minimum, mais c'est pas là l'enjeu. On va justement faire parler les données pour les rendre accessibles. Et c'est quand même assez passionnant parce que on a tous vu dans les médias de beaux graphiques qui bougent dans tous les sens avec de belles couleurs. Bien, c'est un peu ça leur métier, mais au sein de l'entreprise. Un masterclass bientôt touché à sa fin. J'aurais juste une question un petit peu sur l'avenir. Comment voyez-vous l'avenir au niveau de PMN? Vous êtes dans un secteur qui est en constante évolution avec de nouveaux métiers. On les a abordés, data engineer, data analyst. Comment vous voyez l'avenir, tout simplement, pour vous, au niveau de PMN, un souhait de constamment adapter ces formations au plus proche des besoins des entreprises, une remise en question permanente? Oui, on peut pas s'endormir, ça bouge tout le temps. Et donc, le fait d'être en prise avec ses partenaires, de les interroger, vraiment de travailler avec eux, de partir du besoin, ça, on va garder ça parce que tous les jours, mais j'exagère à peine, allez, tous les mois ou toutes les semaines, on s'aperçoit que telle technologie va être remplacée par telle autre, telle pratique évolue et tel métier apparaît. Et donc, effectivement, en étant comme ça en prise avec les besoins de nos partenaires, mais on est sûr qu'on va évoluer avec eux, on va évoluer avec le marché et on va proposer chaque année de nouveaux métiers passionnants pour des candidats qui s'intégreront dans ces nouveaux métiers passionnants. Et on a la chance de vous retrouver avec votre stand présent ici au Salon Your Future pour pouvoir échanger avec vos équipes qui sont présentes ici pendant ces 2 jours au cadre de ce salon. Et puis votre site internet également pour retrouver toutes les informations sur comment postuler chez vous, comment intégrer l'une de vos différentes formations qui, je le rappelle, sont toutes accessibles via la voie de l'alternance. C'est important de le préciser. Merci beaucoup Frédéric, Merci. directeur donc de Merci, PMN. Christophe. Merci beaucoup Charles, donc responsable des relations entreprises donc pour PMN, pour cette question donc des enjeux de la formation dans ces métiers du numérique. On l'a bien compris hein, pendant cette masterclass, des enjeux qui sont en constante évolution.